Bonsoir à tous, merci d'avoir fait l'effort de venir ce soir malgré les conditions un peu difficiles et nous sommes ravis de vous accueillir. Alors j'ai envie de dire quand même aussi nombreux dans la salle, mais c'est peut-être un peu moins nombreux que d'habitude, mais quand même assez nombreux, plus que ce que nous aurions pu espérer en cette période, en cette journée un peu difficile. Pour cette dernière séance des Jeudis de l'Art. Je dis dernière séance, on reviendra sur ce terme à la fin de parce que nous avons un dernier événement, mais qui n'est pas une séance de conférence, qui aura lieu le 13 avril, mais j'en parlerai en fin de séance. Donc, cette dernière séance consacrée aux mythes et réalités de l'archéologie, et donc pour conclure ce cycle sur l'ensevelissement. Recevons aujourd'hui, nous allons faire une traversée de l'histoire et des continents, en passant de l'Amérique précolombienne, en allant jusqu'au Proche-Orient antique et son interprétation et sa réinvention par le 19e, et jusqu'à des propositions d'art contemporain réalisées en France par des artistes, notamment Daniel Shpoury. La première intervention ce soir sera réalisée par Ninon Bourg, que nous sommes très heureux de recevoir, car Ninon, il y a quelques années, était étudiante en licence chez nous. Elle a après continué à l'école du Louvre en spécialité Amérique et a réalisé un master en archéologie à l'université, au University College London, et reçu et réalisé un diplôme universitaire sur le trafic des biens culturels à Paris 10 Nanterre. Elle est actuellement doctorante, travaille sur le faux dans l'archéologie précolombienne, s'intéressant justement à la diffusion du faux depuis les fouilles jusque dans les salles de vente, et ainsi qu'à la réappropriation des objets précolombiens au sens large. Cela implique à la fois la production des faux objets, de copies, et elle va nous présenter justement ce soir son travail, travaillant notamment sur le concept de faux et les différentes déclinaisons qu'il peut prendre, de la copie sur restauration, pastiche, reconstitution, notamment appliquées aux civilisations précolombiennes. Voilà, je laisse la parole. Bonsoir à tous, je suis très contente d'être ici ce soir et je remercie l'organisation des Jeudis de l'Art et particulièrement Pierre-Emmanuel pour m'avoir supportée dans tous les sens du terme en tant qu'étudiante pendant toutes ces années et maintenant désormais comme collègue. Je suis en 3e année de thèse et donc un petit peu intimidée face aux 2 autres intervenants ce soir, parce que vous comprendrez que comparé à eux, je suis l'équivalent du niveau piou-piou. Mais c'est pas grave, je me lance quand même et ce soir je vais vous parler du faux en archéologie précolombienne. Mais d'abord, qu'est-ce que l'archéologie précolombienne ? L'archéologie précolombienne est l'étude des civilisations autochtones des Amériques jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb en 1492 à partir de leurs restes matériels. Il s'en est suivi une période de contact, dite de colonisation, où s'est produit un choc bactériologique sans précédent, où des groupes amérindiens entiers ont disparu en quelques décennies et où d'autres, qui ont survécu, ont été réduits en esclavage, raflés, assimilés et ont subi des conversions forcées, et où les explorateurs Cortés et Pizarro ont participé à la destruction des structures sociopolitiques et culturelles mexicaines et péruviennes. S'en est suivi finalement une période post-coloniale, aboutissant aux sociétés indépendantes métissées, mais souvent sclérosées, nord- et sud-américaines, que l'on connaît aujourd'hui. Pour vous resituer les choses rapidement, je vais vous énumérer plutôt quelques-unes des populations précolombiennes les plus connues du public par ère géoculturelle. Au Mexique, on a les Mayas au sud, les Aztèques au nord, les Incas au Pérou, les Taïnos dans différentes îles des Grandes Antilles et la culture Marajoara à l'embouchure de l'Amazone au Brésil. Ces civilisations, cultures ou groupes, ainsi que leurs prédécesseurs, ont produit bon nombre d'objets du quotidien ou rituels sur plusieurs années, qu'il s'agisse de céramique, de sculptures en pierre, en bois, en fibre, en os, ainsi qu'en orfèvrerie pour ceux qui connaissaient ce savoir-faire à l'époque. Et ces objets furent massivement collectionnés par les Européens et les Nord-Américains, qu'il s'agisse de particuliers ou d'institutions publiques ou privées. Une première vague de ces objets archéologiques, vus comme des curiosités et mélangés à des objets ethnographiques, se sont d'abord retrouvés dans les cabinets de curiosités de gens fortunés dès le début du XVIe siècle. Et j'entends par là des aristocrates, des familles royales comme la famille d'Espagne,
également des ecclésiastiques. Par la suite, ils sont passés du statut de curiosité d'histoire naturelle, avec tous les guillemets que cela prend parce que désormais c'est une appellation impropre, au statut d'art primitif ou premier au début du XXe siècle, notamment du fait d'artistes d'avant-garde cubistes et surréalistes et d'amateurs d'art. La demande a augmenté par effet de mode et ils se sont multipliés dans les musées, les salles de vente, principalement à Paris et à New York, qui sont devenus aujourd'hui des plaques tournantes de l'art tribal dans le monde. Le faux est omniprésent en art, dans les salles de vente au sens large et également en archéologie. C'est bien connu. Mais ce qui est intéressant, avec les arts précolombiens en particulier, c'est que le faux semble être absolument partout. Il revêt différentes nuances, acceptions, touche plusieurs acteurs, peut être grossier ou subtil, voire difficilement appréhendable, et peut être donc blanc, noir ou gris. Par exemple, il existe des copies d'objets précolombiens grossières à destination de touristes, vendus comme tels, c'est-à-dire comme des copies, ou alors au contraire, visant à tromper. Il existe à côté de cela des copies très élaborées, présentées comme telles dans des musées pour des raisons pédagogiques, mais également d'autres trompant les collectionneurs avertis. Un faux peut être une copie, mais pas que. Cela peut aussi être un pastiche, une surrestauration ou une fausse restauration. On va revenir sur ce thème-là un peu plus tard. Ou également une œuvre nouvelle totalement imaginée, mais reprenant des codes passés précis et passant à dessein pour ancienne. Et donc, l'archéologie précolombienne est un terreau fertile à la fraude, car on connaît encore finalement peu de choses sur ces civilisations souvent sans écriture, à la chronologie étendue, mais incomplète, qui ont été réduites au silence au moment de la colonisation et qui nous paraissent encore mystérieuses. Et comme vous pouvez l'imaginer, quand peu de recherches sont faites et qu'il reste encore beaucoup de questions sans réponse autour d'un champ de recherche particulier, il est facile de raconter et de faire croire n'importe quoi. Vous l'avez compris, le faux varie dans sa matérialité, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la façon selon laquelle il est présenté, l'objet est présenté au public. Le problème survient lorsqu'il y a mensonge ou omission et qu'il y a prise de distance avec la réalité scientifique. Cette prise de distance, nous allons la retrouver à plusieurs niveaux. Directement sur le terrain, avec le chantier de fouilles, mais en passant aussi par l'atelier des faussaires, puis chez les professionnels du marché de l'art, et enfin dans la culture populaire grâce à différents médias. Et donc, mon but ultime ce soir, c'est lorsque vous allez sortir de cette présentation, que vous puissiez vous dire qu'en fait, en art et en archéologie précolombien, rien ne va. Commençons à parler de faux en archéologie sur le terrain, en partant de la fouille pour aller à l'atelier des faussaires. On a souvent tendance à croire que s'il y a bien un endroit entre guillemets sécure dans lequel on peut faire des découvertes, c'est sur un chantier de fouilles. En effet, a priori, celui-ci ne peut pas être truqué, car les archéologues creusent en observant une stratigraphie normalement imperturbée, faisant que les objets sortis de terre sont réputés authentiques. Mais une affaire dans les Caraïbes, en République dominicaine, nous montre que cela peut facilement être contourné. Une supercherie très habile a duré des années 40 jusqu'aux années 60 et a semé le trouble entre différents universitaires. Un certain Ramon Mosqueia, dans les années 40, a contacté l'université de Saint-Domingue pour dire qu'il avait fortuitement trouvé des sculptures en pierre dans les grottes appelées Los Paredones. Devant le nombre croissant de ces objets découverts par les locaux au fil des mois et des années, des fouilles sont organisées par l'université de Saint-Domingue dès les années 50, qui fait appel à des locaux bénévoles pour creuser. Parmi eux, bien évidemment, se retrouve Ramon Mosqueia, qui est le premier à avoir trouvé ce type d'objet. Les découvertes se multiplient, les pièces sont de plus en plus incroyables et rapidement collectionnées. Mais quelque chose cloche. Ces sculptures ne sont associées à aucun autre reste trouvé en contexte et il n'y a quasiment aucune datation faite du site. Les pièces sont expertisées par d'éminents archéologues américanistes de l'époque, dont Irving Rouse et Jonius Bird, qui émettent des doutes, mais qui se heurtent à d'autres qui y voient des restes de populations précolombiennes pré-taïno. En 1969, environ 25 000 pièces sont recensées.
et il s'est finalement avéré qu'elles étaient en fait toutes fausses, faites par Mosqueia et ses complices, vendues à des archéologues, mais aussi directement placées sous terre, dans le chantier de fouilles, par un système de tunnels et artificiellement vieillis, par une fausse patine faite de poussière, issue de la grotte de Los Paredones, mais également de boue et de jus de citron cuit. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que l'on voit que Mosqueia avait connaissance des techniques de fouille de l'époque et de l'université, et qu'il a su vendre à des collectionneurs clés pour créer des chaînes de vente. Actuellement, plus d'une centaine de faux objets de Los Paredones sont conservés au Peabody Museum d'Harvard et également au Museo de América de Madrid. Mais j'aimerais également vous parler du faciès et des techniques de faussaires. On dit souvent que les faussaires d'art précolombien ont commencé leur activité au XIXe siècle, à la naissance de la discipline archéologique. Mais la pratique de faire de fausses pièces amérindiennes pourrait en fait remonter au début de la colonisation européenne. En fait, il se peut que les premiers faussaires américanistes aient été les Amérindiens eux-mêmes, cachant leurs objets de culte aux conquistadors et aux missionnaires, qui étaient alors en pleine folie destructrice iconoclaste, et les ont donc remplacés par des faux. Certains auraient échappé aux flammes et se sont probablement retrouvés dans les premières collections rapportées du Nouveau Monde et présentés comme des objets authentiques et des unicums, ce qui est assez cocasse. Avançons dans le temps et arrivons au XIXe. Les faussaires, à ce moment-là, sont vus comme des gens isolés, sans éducation, de mauvaise vie, travaillant seulement pour gagner de l'argent, alors que la réalité est en fait bien plus complexe que ça. Ce sont des gens qui font le pont entre le monde académique et le marché de l'art, qui ont de solides connaissances en archéologie, qui savent ce que les universitaires et les collectionneurs recherchent, qui sont souvent très bien intégrés socialement et professionnellement. Ce sont souvent des artistes ou des professionnels de musée, avec un carnet d'adresses fourni, qui travaillent en famille, de génération en génération, regroupés en ateliers ou en manufactures, comme c'est notamment le cas en Équateur ou au Pérou. Ils produisent évidemment pour gagner de l'argent, mais des fois aussi tout simplement pour se moquer de l'élite intellectuelle, qui n'y voit que du feu, et aussi car des fois, ils se considèrent héritiers d'une culture et d'une tradition artistique. Rares, finalement, sont les faussaires qui gagnent réellement bien leur vie grâce à ces productions, et ce sont généralement les intermédiaires, suite aux ventes et aux reventes, qui font les plus grosses plus-values. Aussi, les faussaires ne sont pas forcément des descendants amérindiens de populations passées, mais souvent des métis, ou alors, comme c'est le cas en Haïti, des afro-descendants produisant de faux objets amérindiens. Mais comment s'y prennent-ils ? Il semble que chaque faussaire ait des variantes dans ses techniques et recettes, mais on trouve généralement les mêmes constantes, du Mexique au Pérou, en passant par les Caraïbes. Au départ, ils peuvent se baser sur des photographies d'objets issus de documents de fouilles ou de catalogues. Et un des plus vieux exemples que l'on a, notamment pour les Caraïbes, sont des photos d'objets taïnos prises par Fuchs en 1907. Au Pérou et au Guatemala, les faussaires travaillent directement avec les pilleurs, qui sont appelés les huaqueros, pour qu'ils leur fournissent des moules précolombiens, des fragments d'objets précolombiens, mais également des échantillons du sol des tombes, sur place. Au Mexique, les sculptures en pierre sont faites en basalte, en grès et en andésite, qui sont naturellement des pierres sujettes à l'érosion chimique et donc facilement vieillissables, comme c'est également le cas pour le matériau céramique. Dans les deux cas, le faux objet est enseveli par le faussaire pendant un temps dans un mélange de terre, d'excréments de volaille, de chaux et de citron, le tout placé sous un feu. Une fois déterré et selon les variantes, on peut obtenir des concrétions, des taches d'oxyde de fer et même simuler des traces de racines laissées à la surface des objets. Une fausse patine peut aussi être peinte directement sur l'objet, mais elle part en général assez bien avec de l'acétone ou de chlorure de potassium. Là, je vous montre juste très rapidement quelques photos de faussaires, de pièces mexicaines très connues. Vous aviez, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les frères Barrios qui travaillaient à Teotihuacan et qui créaient des masques et des figurines à partir de moules précolombiens, mais également modernes. La photo du milieu, il s'agit de Brigido Lara, qui aurait créé 40 000 faux en 30 ans, jusque dans les années 80, et il était restaurateur au musée du Veracruz. Et en bas, vous avez une photo de Don Honorato, qui officie encore aujourd'hui, et dont plusieurs faux vases ont été vendus dans les plus grandes salles de vente internationales.
les faussaires, s'ils peuvent créer des faux techniquement quasiment parfaits, se trahissent souvent par la forme et l'iconographie de la pièce. Ils laissent leurs pattes, P-A-2-T-E, et diffèrent de l'iconographie canonique en voulant attirer le collectionneur et le chercheur par une représentation inhabituelle. Ils représentent beaucoup le soleil et la lune et accentuent énormément les attributs sexuels. Ils se trahissent aussi lorsqu'ils laissent des traces d'outils métalliques, modernes, visibles, et les faussaires peuvent aussi être démasqués par les analyses physico-chimiques censées dater l'objet, mais là encore, ils savent souvent comment contourner cet obstacle. Par exemple, le carbone 14 date l'âge du bois, mais pas le moment où l'objet a été sculpté. Des faussaires utilisent donc un bois tropical, pluricentenaire et imputrescible appelé gaillac, souvent issu soit directement de l'arbre, soit issu de poutres d'anciennes maisons coloniales pour sculpter de faux objets précolombiens taïno. Lors de l'analyse, le bois, datant du XVe ou du XVIe siècle, la pièce sera réputée authentique alors qu'elle est en fait une sculpture moderne. Des chercheurs travaillent actuellement, notamment à l'université d'Oxford, à solutionner ce problème en essayant de dater non pas le bois, mais les coulures de résine du bois qui se sont produites au moment de la sculpture. Autre exemple, la céramique, qui est le matériau le plus contrefait en archéologie. Une fausse céramique peut être constituée de fragments précolombiens provenant de différents objets, ou bien d'un mélange de parties anciennes et modernes, collés ensemble et tenus par une couche de peinture ou de laque. L'objet, vous l'avez compris, n'est en soi pas une pièce authentique, mais il passera le test de l'authentification notamment par la thermoluminescence, car la datation de certains fragments, si ce n'est tous, sera bien ancienne. Et c'est ça qu'on appelle une fausse restauration. Et c'est là que le regard et l'intervention des professionnels et experts s'avèrent importants. Mais là encore, vous allez voir que des fois, on n'est pas déçu du voyage. Parlons du rôle clé des professionnels. Bon nombre d'entre eux entretiennent la production de faux objets en étant au courant et conscients des enjeux, ou alors pas du tout. Concernant les universitaires, on sait que de fausses lettres d'authentification d'objets circulent. Elles proviennent soit d'illustres inconnus, auxquels on ne parvient quasiment jamais à remonter, soit d'illustres universitaires qui posent donc la question suivante. Soit ces universitaires sont au courant et participent à la fraude et à la tromperie, en signant des documents, authentifiant de fausses pièces contre rétribution, soit ils ne sont pas au courant que des gens mal intentionnés reproduisent à l'infini une de leurs lettres à chaque fois assortie d'une nouvelle pièce. Ce qui arrive aussi des fois, c'est qu'un vendeur promette des lettres d'authentification après la vente, mais évidemment, elles n'arrivent jamais. Concernant les laboratoires, ceux-ci ont souvent recours à des analyses ne garantissant pas réellement l'authenticité de l'objet, mais contournant le problème en tranquillisant le futur acheteur. Dans un ouvrage disponible sur Internet, on trouve, et vous avez une reproduction ici, une estimation de l'ancienneté d'une œuvre précolombienne en pierre faite à partir de l'étude de sa surface, de ses concrétions et de son enfouissement. Le laboratoire confirme que la pièce a bien été enfouie pendant un certain temps et que cela se voit physiquement sur l'objet. Mais en réalité, tout cela peut très bien être le fait d'un faussaire habile ayant une bonne recette. Venons-en aux experts et aux commissaires-priseurs. Ils sont généralement très liés et les commissaires-priseurs, vous le savez, ne sont que quelques dizaines en France et comptent sur les experts pour authentifier des objets et les vendre au meilleur prix. Les experts en art précolombien ne jouissent souvent d'aucune formation archéologique et généralement pas du tout en archéologie précolombienne à proprement parler. Ils ont été formés sur le tas et par d'autres experts avec lesquels ils forment des chambres dans lesquelles on ne pénètre généralement que sur parrainage ou recommandation. Je vais vous montrer un cas d'espèce qui est un cas de tentative de vente de faux objets précolombiens qui a eu lieu à Paris il y a 2 ans. On a copié un objet archéologique taïno issu d'un catalogue très connu en changeant de médium, en passant du bois à la céramique et en faisant un objet plus beau, plus virtuose dans un style que l'on appelle le baroque taïno. Il a été mis en vente à 30 000 € dans une étude avec le document d'authentification suivant. Une datation au carbone 14 d'une université américaine. Or, quand vous regardez de plus près le document, rien ne rattache explicitement la pièce à l'analyse. Il n'y a ni photo, ni numéro d'inventaire, ni fiche informative. Ce document pourrait convenir et être associé à n'importe quel objet en bois. Plus généralement, il est aussi important de mentionner qu'en matière d'objets archéologiques au sens large, présents dans les galeries et études, et qui ont peu de documentation, soit ils sont faux,
soit ils sont pillés. Mais passons maintenant aux faux dans le monde précolombien concernant la culture populaire. Quand je vous disais que le faux est absolument partout dans cette discipline, cela touche également ce que le public, ce que le commun des mortels pense savoir de l'archéologie, et surtout de l'archéologie précolombienne, qui est souvent fantasmée et erronée. Déjà, l'archéologie dans la culture populaire par le biais de l'industrie du divertissement est associée souvent au pillage et au vol, qui sont pour le coup des pratiques presque normalisées. Et cela s'incarne dans des personnages iconiques, notamment à travers Indiana Jones et Lara Croft, qui est, rappelez-vous, The Tomb Raider, qui veut dire littéralement la voleuse de tombes. Ces deux personnages véhiculent une distorsion de ce qu'est l'archéologie, et en plus de cela, Indiana Jones met en avant par 2 fois des objets précolombiens qui se sont en fait avérés être des faux. La première fois dans l'Arche perdue, avec la statuette aztèque de Dumbarton Oaks, que vous voyez ici en bas du diaporama, qui a été reclassée comme un objet moderne. Et enfin, dans un des derniers films de la saga, traitant du crâne de cristal. Environ une dizaine de crânes de cristal sont connus aujourd'hui dans les collections publiques et privées dans le monde, et les plus fameux sont ceux du Quai Branly et du British Museum. Selon la légende, ils sont mayas, mais le plus souvent aztèques, et ont fait fantasmer les gens depuis la fin du XIXe siècle. Mais de récentes analyses démontrent que tous ceux qui pour l'instant ont été étudiés sont de facture moderne. Par exemple, le crâne du Quai Branly laisse voir des traces d'outils modernes, alors que celui du British Museum est fait de quartz provenant d'Allemagne. La légende des crânes de cristal est vraisemblablement née de l'idée d'Eugène Bauban, antiquaire français inventif, ayant donné des objets, souvent à l'origine floue, au musée du Trocadéro, qui est ensuite devenu le musée de l'Homme. Aujourd'hui, les crânes de cristal sont associés à l'ésotérisme, à l'énergie et au paranormal. Tel est le cas notamment de Max, que vous voyez ici, porté par sa propriétaire, qui soi-disant provient du Guatemala et est âgé de 5000 ans, et que vous pourrez toucher et avec lequel vous pourrez discuter contre une grosse liasse de billets verts au Texas. Le propre des Amériques est d'avoir une chronologie mal connue et en perpétuelle évolution et remise en question. Pendant longtemps, on ne savait pas quand était apparu le premier homme sur le continent. Et dans la culture populaire, cela ne pose donc aucun problème de faire coïncider les hommes précolombiens avec des dinosaures, car ils appartiennent tous à un passé flou entre fantasme et fiction. Cela se retrouve d'ailleurs dans des faux emblématiques des Amériques, qui sont les pierres d'Ica présentées ici, étant pour certains la preuve irréfutable que des populations pré-Inca montaient à cru des tricératops. Ce mélange entre fantasme et fiction se retrouve dans la BD et les dessins animés, notamment dans Tintin et les 7 boules de cristal, associant, encore une fois, le fameux matériel, le cristal, non pas aux Aztèques cette fois-ci, mais aux Incas, le tout saupoudré d'une momie effrayante et d'une malédiction inexpliquée. Dans d'autres cas, les peuples précolombiens sont souvent associés aux extraterrestres, à la technologie futuriste, avancée, comme c'est le cas dans les mystérieuses cités d'or, notamment avec le peuple des Olmecs. Et dans Blake et Mortimer, l'énigme de l'Atlantide, sorti en 1957, vous avez même un combo, un mix entre dinosaures, population précolombienne et futurisme. Ces fantasmes sont nourris, notamment en France, des années 60 à 80, par une littérature ésotérique, notamment par des publications récurrentes chez Gallimard et Robert Laffont, je pense notamment aux publications Planète, qui sont tombées en désuétude aujourd'hui, mais dont on retrouve le contenu finalement réactualisé dans des programmes télé comme Alien Theory, ou plus récemment À l'aube de notre histoire, que vous pouvez voir sur Netflix. Ces programmes allient révélation, ils vont de révélation en révélation, remettent en cause les connaissances admises sans aucune preuve scientifique et font se croiser mythes modernes et anciens. Selon ces programmes, les glyphes Nazca n'auraient pu être créés que par une civilisation extraterrestre avancée, et la plaque que vous voyez ici du tombeau de Palenque ne représenterait pas le roi Maya dans la mort, mais installé dans un vaisseau spatial. Je laisse ça à votre appréciation. Au début des années 2000, les créateurs des jeux Tomb Raider se sont également fait plaisir et ont fait des liens improbables entre culture précolombienne et histoire européenne, rendant encore un peu moins accessible et claire la compréhension de leur passé.
Durant ses aventures, Lara Croft se rend sexuellement, excusez-moi, c'est parce que je parle de Lara Croft. Lara Croft se rend successivement au Pérou, au Mexique et en Bolivie. Elle découvre un artefact lié à Excalibur dans la cité de Tiwanaku, dans Tomb Raider Legend, sorti en 2006, et dans Tomb Raider Anniversary en 2006 et 2007. Elle se rend compte que le fondateur mythique de la société Inca est en fait le frère du fondateur de la civilisation grecque liée à l'Atlantide. Et finalement, dans Tomb Raider Underworld, sorti en 2008, elle se rend dans le Yucatan pour récupérer un crâne précolombien en or et la ceinture du dieu nordique Thor, située non loin d'une pyramide maya. Ce lien obsessionnel entre Atlantide et monde précolombien culmine, même encore aujourd'hui, en 2022-2023, avec la sortie du dernier Marvel Black Panther Wakanda Forever, où le dieu maya Kukulkan, qui est le serpent à plumes, également appelé Quetzalcoatl chez les Aztèques, devient un Atlante musclé au super pouvoir, lié à Poséidon, où l'Atlantide se confond avec le Tlalocan, qui est le paradis du dieu aztèque Tlaloc, réservé aux gens morts à cause de l'eau. Pour conclure cette présentation, on pourrait dire qu'en matière d'archéologie précolombienne, il reste encore beaucoup de vides scientifiques, de cultures peu ou mal comprises, ainsi que des légendes urbaines qui ont la peau dure. Il arrive fréquemment aux archéologues et aux professionnels de musées de se faire berner, et ils sont tous au moins une fois confrontés au problème du faux dans leur carrière. Si différencier le vrai du faux pour eux est déjà compliqué, je vous laisse imaginer pour le reste des gens qui ingèrent nombre de raccourcis, de fausses croyances et de représentations farfelues et confuses au fil du temps. Dans l'art populaire, et malgré une vulgarisation scientifique accrue, le monde précolombien est finalement pour beaucoup encore un sujet folklorique, ésotérique, malléable, au gré des envies et des idées. Et pour ces raisons, peu de gens savent encore aujourd'hui appréhender correctement ces civilisations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ninon, pour cette présentation qui prenait un peu une allure de cache investigation. La Élise Lucet de l'art précolombien et du faux, mais très intéressante, notamment dans l'appréciation des différentes nuances de faux et dans cet imaginaire populaire de ce que ce que sont les civilisations précolombiennes, avec notamment l'imaginaire qui prend le pas face à l'absence de connaissances. Nous interviendrons à la fin, comme d'habitude, la séance de questions-réponses aura lieu à la fin, et donc j'invite notre seconde intervenante à prendre place, seconde intervenante qui va justement intervenir aussi sur une réinvention ici de l'imaginaire du Proche-Orient antique, plutôt l'imaginaire assyrien, face aux découvertes assyriennes qui ont eu lieu au XIXe siècle et la manière dont justement un certain nombre de peintres, face aux collections et objets rapportés dans les collections européennes du Louvre ou du British Museum, ont proposé une réinvention justement de cette époque. Alors, le lien est fait ici entre ces deux premières interventions et cette seconde intervention sera présentée par Margot Spruit, docteur en histoire de l'art du Proche-Orient ancien, à la Sorbonne Université et puis au Musée national d'histoire naturelle à Paris, avec une thèse intitulée « Du galop libre à la posture honorifique, fonction et représentation des équidés au Proche-Orient antique au 1er millénaire avant Jésus-Christ ». Elle appartient au l'UMR, je vais peut-être passer le nom, 80-69, je le dis, Orient Méditerranée, et est chargée de cours à la Sorbonne, mais surtout à l'Institut catholique de Paris, ce qui nous intéresse, qui est un de nos collègues, et futur membre de l'équipe des Jeudis de l'Art l'année prochaine. Elle réalise un post-doctorat à Berlin, au Vorderasiatisches Museum, et elle a réalisé un certain nombre de publications sur l'iconographie animale, équidée, félidée, bovidée, giraffidée, et co-organisatrice de plusieurs séminaires de recherche, notamment un qui aura lieu en juin prochain, si je ne m'abuse, sur la figure du lion. C'est en juin ? C'est au mois de mai. Au mois de mai, pardon. 11 et 12 mai prochain, ici même à l'ICP. Sur la figure du lion. Bienvenue à parler des lions, ça va être super. Voilà. Ça va décoiffer la crinière. Voilà, décoiffer la crinière. Bon, bah, sur ce, décoiffer. Oui, alors moi, je suis hyper ravie d'être là ce soir. Je vous remercie beaucoup, l'équipe des Jeudis de l'Art, de m'accueillir ici pour vous parler un petit peu de ce sujet qui me tient à cœur, donc qui est la découverte de l'Assyrie et la réinvention de l'Orient dans la peinture occidentale de la deuxième moitié du XIXe siècle. Hop là. Je continue de penser que les marbres de Ninive ne sont pas valables en tant qu'œuvre d'art. Est-il possible à un simple admirateur du beau de les voir avec plaisir ?
Certainement pas. Et en cela, ils sont dans la même catégorie que les peintures et les sculptures de l'Égypte et de l'Inde. J'espère que vous comprenez cette distinction. Et lorsque je critique le dessin et l'exécution, vous comprendrez que je le fais parce que votre taureau ailé n'est pas l'Apollon du Belvédère. C'est avec cette phrase assassine que Henry Rawlinson, agent politique de la Compagnie des Indes orientales, conseille à Henry Layard, archéologue, de cesser d'être un trop fervent défenseur de la valeur artistique des antiquités découvertes sur les différents chantiers mésopotamiens. Les fouilles, organisées dès le début des années 1840 en Mésopotamie, mettent au jour un large panel des richesses des cultures oubliées jusque-là. Ces richesses appartiennent à l'empire néo-assyrien. C'est un empire qui va se développer sur tout le Proche-Orient ancien, depuis la mer Méditerranée jusqu'au golfe Persique, entre le 9e et le 7e siècle avant notre ère. La particularité de cet empire conquérant, c'est que plusieurs de ces rois vont changer de capitale politique, créer de manière ex nihilo des palais à Kalou, à Dur-Sharrukin, puis à Ninive, au sud-ouest du Dabor, puis au nord, et qu'à chaque fois, la création de ces palais va être l'occasion pour les rois de créer des programmes iconographiques très importants pour orner les murs de ces palais. Ce sont les reliefs, comme vous le voyez ici, le roi monté sur son char. C'est dans les années 1810-1820 que les Britanniques, qui sont présents sur le territoire irakien en raison de la Compagnie anglaise des Indes orientales, qui, vous le savez, relie l'Inde à l'Angleterre, vont installer un très important bureau à Bagdad, donc dans le sud plutôt de l'Irak, et ils vont organiser les premières prospections sur les sites archéologiques. Les Anglais vont rapidement faire quelques découvertes qui vont susciter la jalousie du gouvernement français, qui va décider de créer à Mossoul, donc cette fois-ci dans le nord de l'Irak, à 300 km au nord de Bagdad, un consulat pour procéder plutôt à des prospections, donc sur le site de la ville antique de Ninive, site que l'on ne connaît pas encore, mais dont on pense avoir des pistes grâce aux sources antiques. Paul-Émile Botta, donc qui est l'archéologue français, va être nommé en 1842 comme consul archéologue à Mossoul, et c'est lui qui va, soutenu par la Société asiatique en France, prospecter pour la première fois sur le site de Ninive. Rapidement, il va quitter ce site parce que ses fouilles sont infructueuses et que des locaux vont le prévenir qu'à quelques kilomètres de là, sur le site de Khorsabad, on a retrouvé des tablettes cunéiformes. Donc la piste est un peu lancée, il se déplace à Khorsabad. Et très rapidement, à Khorsabad, il croit avoir découvert Ninive puisqu'il met au jour un certain nombre de reliefs de très grande ampleur. Face à ces découvertes, les Anglais ne restent pas de marbre et envoient Henry Austin Layard, que vous avez juste ici, qui a 25 ans lorsqu'il arrive sur le site, donc il est plus jeune que là, mais peut-être aussi barbu, on ne sait pas, pour fouiller le site de Ninive. Et lui, en fait, il va aller un peu plus loin que Paul-Émile Botta, ne va pas s'arrêter trop vite, et va découvrir beaucoup de reliefs de Ninive. Alors, au moment de la découverte, très rapidement, les deux archéologues vont commencer à envoyer un certain nombre de choses en Europe. Ils vont envoyer d'abord des petits fragments, je vous ai mis ici, c'est émouvant, le premier fragment assyrien envoyé par Paul-Émile Botta à Paris, qui se trouve aujourd'hui à la BNF, c'est une petite tête d'enfant. Et ici, des dessins, donc ils vont envoyer énormément de lettres qu'ils vont alimenter de dessins. Donc ça, c'est un relevé du palais de Khorsabad. Je vous présente le roi Sargon et son fils, le prince, face à lui. Donc ils envoient ces lettres-là blindées de dessins pour pouvoir alimenter un peu ces découvertes. Rapidement également, ils vont publier. Donc assez rapidement, des livres vont être publiés. Les fouilles de Paul-Émile Botta commencent en 1842 et dès 1845, il publie aux imprimeries royales un ouvrage, donc les lettres de M. Botta, sur sa découverte à Khorsabad, près de Ninive, publié par M. Moll, donc la Société asiatique. Et puis les Anglais, pareil, rapidement, donc dès 1848-49, publient des comptes rendus des fouilles de Layard avec beaucoup de dessins, beaucoup d'iconographie de tout ça. Rapidement également, ce qui va beaucoup alimenter les foules, c'est les musées, l'arrivée en Europe de ces découvertes. Donc les journaux vont se faire le relais de ces découvertes. Ici, vous avez un taureau ailé qui monte les escaliers du British Museum et assez rapidement, on va ouvrir des musées. Alors, le premier musée va être ouvert en France. Ce sont les Français qui vont ouvrir le premier musée assyrien en 1847, en février précisément. 99 caisses sont dépalées au Louvre et le musée du Louvre va rester ouvert
tous les jours de la semaine pendant plusieurs semaines pour faire face à l'affluence du public. Les Anglais, rapidement, au mois d'août de la même année, donc 1847 toujours, vont ouvrir les galeries assyriennes du British Museum. Devant l'affluence du public, les Anglais vont également, ça c'est un peu fabuleux, vont également reproduire au Crystal Palace, donc dans le sud de Londres, des façades en faux, donc des façades en facsimilé, des grands taureaux ailés qu'on retrouve également au British Museum. La presse va également s'emparer de cette découverte et s'emparer de toute cette iconographie complètement novatrice pour l'époque. Et donc, par exemple, ici, vous avez le journal L'Illustration pour la France, mais on a aussi le Magazine Pittoresque, beaucoup de magazines qui ont un rayonnement très très large au XIXe siècle dans toutes les strates de la société, qui vont beaucoup représenter ces reliefs assyriens. Donc vous reconnaissez bien sûr le taureau ailé, le héros terrassant le lion, et puis j'attire votre attention également sur le génie bénissant à tête de rapace. Et on retrouve un peu plus tard, à la fin, donc dans les années 90, mais c'est intéressant parce qu'on a encore des peintres qui travaillent à ce moment-là, ici ce sont des reliefs assyriens qui sont entrés dans un catalogue de The Decorator and Furnisher, c'est-à-dire un magazine de décoration d'intérieur. Et encore une fois, rapproche le micro. Vous noterez, encore une fois, vous noterez donc ici que ce sont toujours les mêmes reliefs qui sont représentés. Donc le taureau ailé, majeur du palais de Khorsabad, qui va devenir un emblème de la civilisation assyrienne, le héros terrassant le lion, le génie à tête de rapace, et puis le relief du banquet sous la treille, qui est un très important relief qui présente le roi Assurbanipal avec une des rares occurrences d'une épouse à lui, ou de sa mère, le débat est encore entier, en tout cas une femme d'importance, placée donc sous une treille, donc dans une scène de banquet qui célèbre une victoire militaire. Et vous voyez que dans le magazine, on a ciblé spécifiquement le couple du roi et de la reine, et ça va être assez important. Alors les peintres vont pouvoir se nourrir de toute cette iconographie complètement novatrice pour eux, et ils vont notamment réinventer donc plusieurs types de scènes, vous allez le voir. Le premier, ça va être des scènes bibliques, par exemple ici, un peintre anglais, Edwin Langton Lang, qui en 1878 place la reine Esther, que vous connaissez sans doute, face à un décor plutôt perse-achéménide et un petit peu assyrien, vous avez le char assyrien notamment, et assez rapidement, Edwin Lang va se séparer des scènes bibliques pour recréer un passé, un Orient assyrianisant. Il va créer par exemple cette scène, donc ici la captive assyrienne, donc on est vraiment dans de l'art orientaliste du 19e dans toute sa splendeur, une femme offerte sur une peau de bête avec le pied dénudé, les épaules dénudées, mais cette fois-ci, la nouveauté, c'est qu'elle est placée devant un relief que l'on connaît, que l'on reconnaît, et qui est le banquet sous la treille, encore une fois bien ciblé autour du couple, autour de l'union du couple assyrien, donc pour cette captive assyrienne qui est évidemment offerte à son possesseur. Edwin Long va également rester sur cette thématique du mariage, ici avec le Babylonian Marriage Market, donc le marché au mariage babylonien. On va encore créer ce fantasme de l'Antiquité orientale et on va donc l'assimiler à des motifs assyriens. Vous avez l'acheteur au centre qui reprend cette barbe très noire, très longue, qui est la barbe parfaite de l'assyrien. Et puis j'attire votre attention sur le fond du tableau, sur l'arrière-plan, sur le décor, où vous avez un lion et une lionne face à face, la lionne soumise devant son mâle, la lionne allongée devant son mâle. On pourrait faire une analogie avec les jeunes femmes qui attendent d'être achetées. Et encore une fois, ici, Edwin Long fait une citation directe d'un relief qui existe et qui est au British Museum, que vous avez sous les yeux, qui est malheureusement brisé, de la lionne allongée, donc soumise devant son lion. On reconnaît parfaitement l'arbre, les décors floraux, etc. La seule différence ici, c'est qu'il va en changer le médium, c'est-à-dire que dans le tableau, il ne reproduit pas le relief comme tel, mais il le réinvente en le faisant sous la forme de briques glaçurées, ce qui permet d'ajouter ce fond bleu et donc de mieux sortir à la surface du tableau la lion et la lionne. C'est quelque chose, cette thématique, il va la reprendre pour une autre scène, donc toujours ce même peintre, en 1876, nous montre ce tableau assez réussi de An Ancient Custom, donc une coutume ancienne où une jeune femme
future épousée, ou en tout cas future jeune femme offerte à un homme, est maquillée par une esclave, et vous voyez qu'elles sont encore une fois placées devant ce même relief de la lionne, sauf qu'ici le lion a disparu puisque l'homme n'est pas encore présent. Mais vous voyez qu'on a tout à fait le même motif, et au passage vous remarquez en haut du relief peint la treille que l'on avait dans le banquet sous la treille. Cette treille, on la retrouve de nouveau chez un peintre français, Georges-Antoine Rochegrosse. Donc ça, c'est un peintre français assez connu à l'époque, qui rentre à l'Académie, qui a fait l'Académie Julian, qui rentre à l'Académie des Beaux-Arts, qui reçoit un prix en 1882. Et lui, sa grande spécialité, ça va être de récupérer les reliefs assyriens pour réinventer une antiquité, mais de tout temps, de toute époque. Pas de problème. Ici, par exemple, il vous présente la nouvelle arrivée au harem à Thèbes, en Égypte, pendant la 18e dynastie. Pas de problème. Et vous voyez le pharaon sous les traits d'un roi néo-assyrien, cette barbe profonde, ces boucles au niveau des épaules et le joli bandeau qui vient autour de sa tête. C'est le portrait craché du roi Assurbanipal. Et il place, au-dessus des corps alanguis, très orientalistes de ces femmes qui attendent, le bas-relief du banquet sous la treille, encore une fois ciblé autour du couple, brisé, on n'en voit que la partie inférieure, et encore une fois réinventé sous la forme de briques glaçurées. Le même peintre réemploie le même motif, cette fois-ci sous la forme d'une tapisserie, pour un mariage à l'époque romaine. Pas de problème, encore une fois, c'est juste pour faire antique. Donc ici, vous avez le couple du banquet sous la treille, placé très habilement au centre du couple romain, du mariage romain. Ici, la jeune femme qui embrasse son père avant de se rendre auprès de son amant, de son époux. Et Georges-Antoine Rochegrosse, au-delà de réinventer une antiquité de toute éternité, il va également réinventer la vie des rois babyloniens, et notamment de Nabuchodonosor, qui est un roi biblique, enfin un roi réel, mais aussi présent dans la Bible. Et il va réaliser cet immense tableau. Donc ça, c'est l'étude, puisque le grand tableau, qui faisait plusieurs mètres de haut, a été vendu aux États-Unis, exposé dans un restaurant. Bref, et quand le restaurant est tombé en désuétude à Cincinnati, le tableau a disparu. Donc il nous reste la copie, l'étude que vous avez ici. Et donc c'est l'instant précis où les Perses rentrent dans la cité de Babylone pour la détruire, et c'est une Babylone parfaitement assyrianisée que nous offre ici Georges-Antoine Rochegrosse. Vous reconnaissez donc le taureau ailé et l'aigle, enfin le faucon, le génie bénisseur à tête de rapace dans l'entrée de la porte. Et si on s'approche un petit peu, vous retrouvez le roi Nabuchodonosor qui épouse les traits parfaits du roi assyrien, et juste à côté de lui, sur le mur, vous retrouvez, bien barbu, bien chevelu en noir, le héros tenant le lionceau. Et puis, ça c'est une nouveauté, c'est qu'il va, Georges-Antoine Rochegrosse, faire un travail de recherche plus soutenu que les autres, et il ne va pas s'arrêter aux simples reliefs assyriens les plus connus. Il va commencer à intégrer dans ses œuvres des œuvres moins connues que l'on n'a pas vues dans les journaux. Par exemple, cette scène de chasse au lion, parfaitement identifiée et parfaitement reconnaissable, qu'il place dans un des murs, sur un des murs du tableau, donc ici repeint avec des couleurs, ce qui est faux puisque les reliefs assyriens n'avaient que des réaux de couleurs et de peinture et n'étaient pas entièrement peints. Et voilà, donc lui, on le sait par des lettres, Georges-Antoine Rochegrosse, il a fait beaucoup de voyages à Londres et beaucoup d'études. Il a même reproduit un certain nombre d'œuvres dans son atelier. Je vous lis cette citation des Annales politiques et littéraires publiées en 1895 sur l'atelier d'Antoine Rochegrosse. Je cite: « L'atelier est immense, il y en a peu comme cela de notre connaissance dans Paris. Et tous les personnages de la mort de Babylone, c'est-à-dire de ce tableau, y évolueraient à l'aise, semble-t-il. Au mur, des bibelots assez curieux et quantité d'études. Parmi les bibelots, des bas-reliefs assyriens, archés or sur fond azur, qui seraient de bien intéressantes pièces de musée si M. Rochegrosse ne les avait pas fabriqués lui-même comme accessoires pour son grand tableau. » Donc ici, vraiment, avec ce peintre, une récupération, une utilisation très précise de ces reliefs. Il a également eu cette grande force de récupérer donc des reliefs, comme ce génie ailé de Khorsabad qui est exposé au musée du Louvre, et il va les sortir de la 2 dimensions pour créer des statues qui n'existent pas dans l'art assyrien, des statues en 3 dimensions, notamment pour occuper donc le rêve de Nabuchodonosor ou la folie de Nabuchodonosor. Donc vous voyez, à part 2 fois dans ces 2 tableaux,
dont je n'ai trouvé que des copies en noir et blanc, celui-ci a disparu. On a parfaitement ce génie ailé assyrien qui vient ici terroriser sous la forme d'une statue d'un mage le roi assyrien. Les peintres anglais, eux, vont choisir tout à fait un autre point de vue, c'est qu'ils vont recréer à la fois les scènes qu'ils voient dans les reliefs assyriens en les replaçant dans une antiquité assyrianisante, dans un décor assyrianisant. On a par exemple cette scène qui s'appelle très simplement le divertissement d'un roi assyrien et qui vous présente une scène de chasse au lion faite par le roi assyrien dans un décor assyrianisant complètement illusoire et tout à fait irréaliste. Donc, ce palais, donc cette arène dans laquelle on se trouve, à l'arrière-plan, vous voyez des colonnades qui sont plutôt grecques, hein, en tout cas hellénisantes, et sous cette colonnade, vous retrouvez le taureau ailé, le génie qui tient son lionceau, et puis les deux génies à tête de rapace, cette fois-ci représentés sous la forme de bronze, hein, de statues en bronze, donc on est encore une fois sorti du relief avec ce tableau. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est que ce peintre, Bridgman, va également se servir de scènes très précises qu'il a vues au British Museum. Lui-même est un peintre américain qui travaille à Londres et il va les replacer donc parfaitement dans ce décor. Ici, vous avez le couple de chevaux qui suivent le roi, qui font face dans la réalité aux lions qui sont déjà morts, et dans le tableau, à deux génies violemment opposés au roi, ce qui est encore une inamité, puisque dans le relief assyrien, les génies ne s'opposent pas au roi, ils s'opposent aux ennemis du roi. Et puis, vous noterez quand même ce travail de représentation assez fidèle, hein, avec le lion sortant de la cage qui est une citation parfaite, hein, de ce que l'on peut voir dans le registre supérieur de la scène où il y a les deux chevaux. Un autre peintre que j'affectionne, le Britton Rivière, un peintre britannique, parfaitement britannique, qui va suivre le même mouvement que Bridgman, c'est celui-ci. Donc il va représenter, donc le tableau encore une fois est perdu, on ne le connaît que par la gravure, cette scène de libation, qui est une citation directe et parfaite d'un relief qui existe au British Museum. La seule différence, vous noterez, c'est que dans le relief, les lions sont tous des mâles bien rangés les uns à côté des autres, et dans le tableau, pour ajouter un peu, il a jeté une lionne mal rangée au-dessus des mâles mal rangés aussi à ses pieds. Ce peintre va aller jusqu'à pousser le détail parfait dans le mobilier. Si vous regardez la table qui fait face au roi dans la gravure, elle reprend avec notamment les pieds en forme de lion, hein, exactement le relief que vous avez sous les yeux. Et il va également placer ce geste du roi, cette libation du roi, face à un décor léonin, face à un décor de chasse au lion, encore une fois parfaitement identifiable. Sur le côté, donc par là, vous avez la scène de la chasse au lion d'Assur-Nazirpal II, donc c'est une chasse au lion du 9e siècle qui se trouve au British Museum. Et puis, de l'autre côté du bras du roi, vous avez cette scène très connue, hein, du geste du bras du roi qui transperce de part en part le lion. Donc ici, vraiment, il replace la libation dans un contexte de décor de chasse au lion, ce qui est vraisemblablement très probable à l'époque assyrienne. Et puis, je m'arrêterai, c'est le dernier peintre que je présenterai, c'est ce peintre, Ford Madox Brown, qui lui est un peintre du mouvement pré-raphaélite anglais et qui va en fait non pas travailler sur de la peinture grandiose prévue pour les salons, mais plutôt se réapproprier l'aquarelle pour illustrer le texte de Lord Byron qui s'appelle Sardanapalus, donc Sardanapale, la pièce de Sardanapale, publiée pour la première fois en 1821, c'est-à-dire à une époque où Lord Byron n'a pas pu connaître les reliefs assyriens puisqu'on n'avait pas encore découvert ces reliefs, et qui est republiée une seconde fois avec les dessins et les gravures et les aquarelles de Ford Madox Brown dans les années 1870. Donc on va republier ce texte cette fois-ci à la sauce assyrianisante, si j'ose dire. Et vous avez par exemple cette représentation du rêve de Sardanapale, donc le rêve de sans doute Assurbanipal, juste avant la chute de Ninive, qui est replacé dans un contexte assyrianisant. Le roi lui-même est donné à voir avec cette longue barbe. Au premier plan, vous noterez la coiffe, hein, la couronne conique qu'on retrouve très très bien sur les reliefs assyriens. Et puis, à l'arrière-plan, vous retrouvez donc d'une part le taureau ailé, d'autre part le génie à tête de faucon, jusque-là pas de souci. Mais à côté, et c'était un peu plus savant de la part de Ford Madox Brown, il a repris une scène de chasse aux tribus arabes connues qui existe et qui est au British Museum, et il va associer les deux registres pour pouvoir présenter. Donc derrière la jeune femme, Myra, c'est une esclave grecque dans le texte de Lord Byron, la tête du
non, dromadaire, il y a deux bosses, il n'y a qu'une bosse, du dromadaire que vous avez là, et devant lui, les deux soldats, on reconnaît très très bien leur petite coiffe avec le petit panache, qui est une citation parfaite de ceux-là, et le personnage qui tombe se trouve au registre supérieur. Donc ici, une recomposition des reliefs assyriens pour pouvoir une nouvelle fois bien représenter, bien inscrire ce Sardanapale antique, mythique, dans un décor assyrianisant. Et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer quand même Sardanapale dans toute sa splendeur, le Sardanapale de Delacroix, le Sardanapale d'avant la découverte des reliefs assyriens, celui que l'on fantasme, que l'on imagine, et le Sardanapale donné à voir par Ford Madox Brown après la redécouverte des reliefs assyriens dans un contexte assyrianisant. Delacroix quand même n'était pas tombé très loin, son Sardanapale est déjà bien barbu avec une barbe bien noire, mais il a un décor beaucoup moins évidemment réaliste puisque ce n'était pas découvert. Voilà, sur ces bonnes paroles et cet enchantement de Sardanapale, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Margot pour cette présentation et pour cette plongée dans cette réinvention par le 19e de cette époque assyrienne. Et je pense, je ne sais pas si les étudiants de L1 sont là, mais ça, si vous êtes là, non, je n'arrive pas à voir, ou en ligne, c'est très bien, c'est une très bonne introduction au chapitre sur l'orientalisme, notamment, et l'orientalisme fantasmé. Exactement. Merci beaucoup. Donc, la dernière intervention ce soir est réalisée. Je vais quand même lancer dans la présentation pour vous dire que lorsque nous avons reçu cette présentation, moi en tant que contemporanéiste, je n'avais pas fait très attention et j'étais dit très chouette, quelqu'un va intervenir sur Daniel Chpouri, j'en suis ravi. Et lorsqu'on a associé le nom de Jean-Paul Demoule au nom de nos deux autres intervenantes, ils nous ont tout de suite écrit en disant « Mon Dieu, devons intervenir avec Jean-Paul Demoule ». Et Jean-Paul Demoule est donc... Oh, attendez, j'ai oublié. C'est bête, j'ai perdu votre... pour être sûr de ne pas faire d'erreur, Jean-Paul Demoule est professeur émérite en archéologie à l'Université Paris 1 à Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et ancien président de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP. Il a mené des fouilles en France, en Grèce, en Bulgarie, et s'est spécialisé plus particulièrement dans l'étude du néolithique et de l'âge de fer, tout comme l'histoire et le rôle social de l'archéologie, et plus récemment sur les rapports entre l'archéologie et l'art contemporain, notamment qui constitue aujourd'hui l'objet de la présentation de ce soir. Il a publié environ 400 articles, plus d'une trentaine d'ouvrages. J'en citerai quelques-uns. La naissance de la figure en 2007 et republié en 2017. Mais où sont passés les Indo-Européens, mythe d'origine de l'Occident, en 2017. Les 10 millénaires qui ont fait l'histoire quand on inventa l'agriculture, le chef et la guerre, chez Fayard en 2017. Et puis, quelque chose qui peut nous rapprocher aussi de l'intervention de ce soir, une publication en lien avec Sophie Calle, L'ascenseur occupe la 501 en 2022, ou Homo migrans de la sortie de l'Afrique au grand confinement en 2022 également. Ce soir, vous allez intervenir sur une fouille très particulière qui est celle du déjeuner sous l'herbe, excusez-moi, ressort de Daniel Chpouri, œuvre de 1983, et qui parle de la notion peut-être de vraie archéologique, ou peut-être justement de vraie archéologique, de justement toutes les nuisances que l'on peut apporter et comment se constitue, c'est quelque chose qui est en lien avec les deux conférences précédentes, comment justement on peut avoir certains critères sur la conception du vrai archéologique. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vois pas le... Non, il n'est pas en ligne. Je vois pas le vôtre. Il est juste là. Ah là, oui, pardon. Oui, en effet. Je ne le voyais pas, il se perdait derrière le logo de l'ICP. Voilà. Et... Voilà. Je vous en prie. Très bien. Mais merci beaucoup et merci pour cette invitation. Sachant qu'effectivement, on va toujours être d'une certaine manière dans le faux, mais dans une autre manière de faux. Sachant que dans ma génération d'archéologues, notre problème essentiel, c'était de nous débarrasser des historiens d'art.
puisque j'ai enseigné pendant très longtemps dans un institut d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université de Paris 1, parce que pendant longtemps, l'archéologie, c'était les beaux objets, les objets d'art, la Vénus de Milo, etc. Et nous, on a voulu construire une archéologie qui soit beaucoup plus anthropologique. Et puis finalement, sur le tard, moi en particulier, j'ai été rattrapé par l'art, mais aussi, comme j'ai essayé de le montrer, parce que c'est certains artistes qui se sont mis à avoir une démarche archéologique, justement, autour d'une réflexion sur que reste-t-il de nos civilisations, que va-t-il rester de nos sociétés, qu'est-ce qu'un débris, etc. Donc, au départ, l'archéologie, c'était plutôt ça. C'est ça qui fait que beaucoup d'enfants veulent être archéologues. Et puis, effectivement, au fil du temps, l'archéologie, c'est devenu aussi ça. C'est-à-dire que on est dans la préhistoire, il faut reconstituer toute une vie d'il y a 15 000 ans uniquement avec des charbons de bois et des débris de silex. Et de même pour l'art, ça a longtemps été ça. Et puis, au 19e siècle, on invente la photo, qui fait que, du coup, l'art, comme l'a dit Paul Klee, n'a plus à reproduire le visible, mais à rendre visible, si bien que n'importe quoi a pu devenir un objet d'art avec Marcel Duchamp et ses ready-made, et qu'à partir de l'entre-deux-guerres, des artistes ont commencé à s'intéresser aux débris, comme en Allemagne, Kurt Schwitters faisant des collages avec des objets ramassés dans la rue. Et c'est dans cette lignée qu'en 1960 est fondé le manifeste des nouveaux réalistes, tel que les a définis un critique d'art, Pierre Restani, et là vous avez la signature, donc vous voyez Armand, Villéglet, Speury, Yves Klein, etc. Dont beaucoup sont très connus comme César ou Armand ou Yves Klein, et d'autres un petit peu moins. Et là, on voit un bout d'une œuvre de Armand, là, le long term parking, parce que c'est des voitures qui sont garées là pour longtemps, et devant vous avez Daniel Speury en 2009 dans ce qui fut un moment le parc de la Fondation Cartier. Donc Daniel Speury est d'origine roumaine. Il part en 1942 consécutivement à l'un des plus grands pogroms avant la Shoah, un des plus grands pogroms du XXe siècle, où 13 000 juifs de la ville de Iași sont assassinés par les milices roumaines, dont son père et sa mère. Speury est le nom de sa mère. Sa mère donc va emmener les 6 enfants jusqu'en Suisse. Il va devenir danseur étoile en Suisse, puis il va rencontrer Tinguely et le groupe des nouveaux réalistes, et donc il va être un des signateurs de ce qu'on vient de voir. Donc il s'intéresse aux débris, il ramasse des tas de choses, et ses démarches les plus connues, c'est de fixer des objets sur des tables qu'on va ensuite verticaliser pour les présenter comme des tableaux, et surtout ce qu'il va appeler des tableaux pièges, où on arrête un repas et on fixe tous dessus. Vous en avez à Beaubourg, mais dans beaucoup de musées de par le monde. Il a publié aussi un petit fascicule, topographie anecdotée du hasard, où il a d'une part fait le plan de tous les objets arrivés par hasard sur sa table dans son appartement parisien, et avec une description très systématique et très archéologique de tous ces objets numérotés un par un. Et puis dans cette démarche des tableaux pièges, a commencé un peu à le lasser, et il fait creuser dans le parc de ce qui va devenir l'année d'après la Fondation Cartier une grande tranchée. Il invite à côté une centaine de personnes du milieu branché de l'art, et au milieu du repas, on va déposer les tableaux des tables au fond d'une tranchée creusée à l'avance, et qu'on va recouvrir
ensuite définitivement. Un critique d'art, Alain Jouffroy, dit que c'était une sorte de Pompéi mentale, hein, et fait le rapprochement avec Freud, qui d'une part avait une très grosse collection archéologique et a écrit une étude à propos à partir d'une nouvelle d'un auteur germanique sur justement Pompéi, la Gradiva. L'auteur s'appelait Jensen. Donc il va appeler ce déjeuner le déjeuner sous l'herbe, parce qu'il va être mis sous l'herbe, en référence évidemment au très célèbre tableau de Manet qui avait fait ce scandale à l'époque, mais qui lui-même se situait dans une grande tradition de repas champêtres, comme ici le Titien, Monet, Tissot, Watteau, etc. Donc le 23 avril 83, il fait dresser cette table, cette tablée pour cette centaine de convives, une table de 40 mètres de long. Il établit tout un menu avec le cuisinier, fondé essentiellement sur des abats divers. Et puis donc il est installé là sur sa table. On commence à manger les entrées. Et puis, en parallèle, il a fait creuser donc une grande tranchée de 40 mètres de long. Et au milieu du repas, il donne l'ordre à l'ensemble des convives qui étaient prévenus, qui avaient apporté chacun leurs assiettes et leurs couverts et devaient déposer aussi laisser un objet personnel sur la table. On transporte, tout le monde s'y met, on transporte les tables dans la tranchée qu'on dépose au fond de la tranchée. Et puis ensuite, avec des pelles, on va recouvrir l'œuvre, donc ce déjeuner sous l'herbe, pendant un certain temps. Alors, il avait prévu qu'une fouille ait effectivement lieu, qu'une fouille archéologique ait effectivement lieu, et un de mes camarades d'université, de faculté, un orientaliste de formation, Éric Godet, devait faire cette fouille et assistait au repas. Et Éric Godet, en fait, est devenu moine trappiste à Berlin, donc les choses se sont arrêtées, et dans un documentaire qui est consacré à Daniel Speury, à un moment, il évoque ceci et dit « Oui, quand on rencontre Dieu, on perd les assiettes, et c'est dommage parce que ça aurait été les premières fouilles de l'art moderne. » Ça a été vu par hasard par un anthropologue, Bernard Müller, qui m'a contacté pour qu'on fasse la fouille, effectivement, qui a été prévue, donc cette fois 27 ans après. Donc là, on a Daniel Speury, cette fois en 2009, où on va chercher où était la tranchée, mais on ne la voyait plus. Le château que vous avez derrière, qui a été lié à l'inventeur de la toile de Jouy, puisqu'on est à Jouy en Josas, qui a été le siège de la Luftwaffe pendant la guerre, le domaine du Moncel, qui a été un collège, ensuite un pensionnat où le prix Nobel Modiano a souffert, et donc qui était là à l'abandon. Et donc on ne savait plus où il était, les témoins la mettaient un peu partout, et donc j'ai fait une prospection électromagnétique qui a mis cette ligne verticale, qui a mis en évidence effectivement une anomalie particulière. Et donc, avec une petite pelle mécanique, on a commencé à creuser perpendiculairement à la tranchée présumée. On est descendu donc progressivement, et puis on est tombé effectivement sur le repas en question, à un endroit où effectivement les gens qui y avaient vraiment assisté le plaçaient pas du tout à cet endroit-là, mais grâce à la prospection électromagnétique l'avait effectivement identifié. Donc on a fait une première fouille en 2010 sur à peu près 6 mètres de longueur, comme vous
que vous voyez là. Voilà. La fouille faite effectivement avec l'INRAP, avec l'Institut de recherche archéologique préventive, et donc fouiller comme si ça avait été un site préhistorique de 15 000 ans. Et comme nous a dit Daniel Speury, vous faites sérieusement quelque chose d'absurde, parce que d'une certaine manière, on prolongeait aussi sa démarche. Là, vous avez une comparaison entre ce qu'on a vu tout à l'heure, le relevé archéologique du bureau de Speury en haut, et puis une partie du relevé du brouillon fait par les fouilleurs à partir de ce qu'on pouvait de la fouille réelle. On a fait également un enregistrement 3D avec cet appareil que vous voyez, qui a produit donc cette reconstitution 3D qu'on pourrait produire avec des imprimantes 3D en différents formats. Et à partir d'un des mètres carrés de la fouille, celui-là, on a fait un moulage au latex qui a produit un tirage en résine d'une part que vous avez ici, et 2 tirages en bronze par ailleurs. Speury, qui était un des leaders de ce qu'il a appelé le eat art, donc l'art de manger, donc éminemment périssable. Sur le tard, s'est mis à faire des choses en bronze, et il a en Toscane tout un parc de sculptures. Il Giardino dit Daniel Speury. Le bronze en haut à gauche, c'est celui qui dort sous un toit et qui s'est promené dans diverses expositions. Celui qui est en bas à droite, c'est celui qui est dans son jardin de sculpture. Et puis, entre-temps, le domaine qui avait fait faillite a été racheté par des promoteurs qui ont décidé d'en faire un lieu d'événements et de creuser un grand amphithéâtre à l'endroit où était le déjeuner sous l'herbe. Donc, on a été obligé de faire une fouille, cette fois une vraie fouille préventive, une fouille de sauvetage. On a juste coffré 2-3 mètres à peu près de l'œuvre qu'on a déplacée, mis un peu plus loin, hors d'atteinte. Donc, vous avez la nouvelle fouille cette fois de 2016, hein, donc à gauche, une grande partie là, sur 8 mètres, à droite, de nouveau un moulage sur 8 mètres de long, et puis là, ce qui est le tirage en bronze que vous avez toujours dans ce jardin de sculpture en Toscane. Voilà quelques vues de cette fouille de 2016, hein, plus ou moins près ou loin. Et là, c'est l'extrémité où se tenait Daniel Speury. Et dans les objets qui devaient être apportés, il avait apporté la petite dinette d'enfant que vous avez tout en bas du cliché et qu'on revoit là aussi. Vous voyez ici, là, à mi-hauteur de la photo, la petite assiette blanche. J'ai pas trop dans le temps, mais effectivement, je vous ai dit que Speury avait perdu son père, qui n'a jamais eu d'enfant, et que là, il apporte un jouet. Donc maintenant, c'est tout ce qui reste de l'œuvre, parce que ce groupe de promoteurs a construit cet amphithéâtre souterrain. Alors, à l'époque, ça a eu un certain écho dans les différents médias. J'ai été contacté par une autrice de romans policiers qui imagine qu'on fait la fouille et qu'on trouve un cadavre à l'endroit de la fouille. Et je suis décrit dans le roman, mais je ne suis pas l'assassin. Donc, quels sont l'intérêt de cette fouille sans trop perdre de temps, c'est de voir comment en 30 ans, comment évoluent les matériaux. C'est aussi ce qu'on appelle la rudologie, la durée de vie des déchets pour les gens qui gèrent les poubelles. L'intérêt de voir les différences entre les souvenirs oraux et ce qu'on trouve, le fait les manières de table de l'élite artistique, parce qu'ils devaient apporter des couverts et en général c'était des vieilles assiettes
assiettes découvertes de pique-nique et des objets laissés étaient des brosses à dents ou des pièces de 5 centimes, donc ils étaient assez radins. Et puis aussi le prolongement donc de la démarche artistique. Mais est-ce que c'était de l'archéologie? Un bon archéologue, j'ai demandé une autorisation de fouille et on m'a l'a refusé en me disant c'est pas de l'archéologie, donc vous faites ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas une vraie autorisation de fouilles archéologiques parce que le Code du patrimoine dit que l'archéologie, c'est les vestiges, hautes traces de l'existence de l'humanité, mais ne fixe pas de limite. En fait, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une fouille archéologique. De fait, il y a aussi, comme l'archéologie, ça peut être ça, il y a une archéologie des poubelles, il y a une archéologie aux États-Unis des pionniers, il y a une archéologie de la guerre de 14, comme ici. On a retrouvé des restes de l'exposition internationale de 1937. L'Olympia a été classé monument historique, comme le Fouquet's, comme les derniers aux fourneaux de Lorraine. Et on a fait des fouilles archéologiques des charniers des différentes époques, de la dictature argentine, du Rwanda, de tristes massacres de Srebrenica. Mais est-ce que c'est de l'art symétriquement? Ben, oui, c'est de l'art parce qu'on nous a sans arrêt demandé ces objets. Là. En 2011, à Bienne, en Suisse, une exposition avec toutes sortes d'artistes, justement, mélangeant archéologie et art contemporain. Et donc, la présentation là de nos assiettes, des cendriers et tous ces objets qu'on peut considérer ou non comme objets d'art. Là, c'était un des objets qu'on a retrouvé, une brosse à dents que les fouilleurs ont appelé spontanément la Vénus de Jouy. Vous voyez aussi des gobelets en plastique en parfait état, ces cendriers, etc. Alors on a demandé à Hachepuri qu'est-ce qu'était l'œuvre finalement, et lui prétend que c'était le happening, la performance qui était l'œuvre et que les objets n'en sont que le témoignage. Mais ça, c'est ce que lui dit. On peut décider que ces assiettes arcopales sont très précieuses et le problème se pose à chaque fois qu'on les envoie pour une exposition. Est-ce que c'est assuré que pour un verre Duralex, une assiette arcopale 50 centimes, ou comme une œuvre de Daniel Hachepuri, un tableau piège, c'est à peu près 40 000 €. Donc voilà la liste. Et puis différents musées, le musée en herbe avait exposé les nouveaux réalistes, la bande à Niki, parce que Niki de Saint-Phal était la seule femme du groupe. Alors dans les explications que Hachepuri a données, c'était un pari qu'il aurait fait avec le peintre allemand Koran Klapek, qui lui aurait dit mais tes trucs ça va pas durer longtemps, et Hachepuri lui aurait dit bon bah d'accord, on va chacun enterrer quelque chose et on va voir ce que ça va devenir. Mais il y a aussi certainement le souvenir de ce pogrom de Yachi où on a jeté l'ensemble des Juifs dans des grandes tranchées, et il y a toutes sortes d'œuvres, puisqu'on parlait des œuvres enfouies, par exemple. Gertz et Shalev-Gertz ont fait un monument contre le fascisme à Hambourg, qui était une colonne de 14 mètres de long, où petit à petit on écrivait dessus, les passants étaient invités à écrire dessus, puis quand c'était rempli, on la faisait descendre, et maintenant on ne voit plus que ça, donc l'œuvre est enfouie. Et Gertz également a fait le monument invisible sur la place du château de Saarbrück, où était la Gestapo pendant la guerre. La nuit, il décellait avec ses élèves d'une école d'art des pavés. Il écrivait dessous le nom d'un des 2200 cimetières juifs vandalisés par les nazis, et puis il la remettait en place. Et ça a fini par se savoir. La municipalité donc l'a reconnu comme la place du monument invisible. Là, l'exemple d'un sculpteur russe qui est Grisha Bruchkin, qui a exposé pendant la Biennale de Venise, qui a fabriqué des fausses sculptures de l'époque stalinienne, les a enterrées et les a présentées ensuite. Ou Damien Hirst, qui a fabriqué des faux objets, qui est un des artistes contemporains les plus chers du monde, et qui les a
prétendu, enfin, on a mis quelques-uns dans la mer avec une fouille sous-marine, mais la plupart, il les a inventés. Et pour terminer, j'ai participé dans un centre de recueil d'enfants retirés par leurs parents, à leurs parents pour cause de violence. On a fait avec eux un petit déjeuner sous l'herbe en 2010. On a installé donc dans une grande fosse toutes sortes d'objets personnels, et puis le petit déjeuner, et puis tout a été recouvert par bulldozer, avec l'idée de fouiller progressivement au fil des années, avec cette idée que, effectivement, de relation avec la mémoire et les objets. On a laissé un monument pour s'en souvenir, sinon ça aurait pu disparaître, comme le déjeuner sous l'herbe lui-même aurait pu disparaître. Voilà, je vous remercie, j'étais un peu trop long. Merci beaucoup pour cette présentation. Et alors j'invite Ninon et Margot à nous rejoindre pour la partie de questions-réponses. Et non, je parlais tout à l'heure du vrai archéologique. Pouery a beaucoup joué avec ça. Attendez, je vous laisse appuyer sur le bouton. J'espère que ça va. Oui, c'est bon. Ça va devenir vert. Ça me fait penser surtout, alors moi qui suis plutôt spécialiste de photographie, où il y a toute cette notion de ce qu'est le vrai photographique, ou qui est en fait une procédure qui amène à concevoir le vrai. Et j'ai l'impression qu'en archéologie, comment Ninon l'a abordé, vous avez plutôt montré les manières de détourner du vrai archéologique, de jouer de ce vrai en détournant les procédures d'une manière ou d'une autre, ou en jouant dessus directement par cet artiste contemporain qu'est Daniel Pouery. Voilà. Mais je trouvais que finalement concluait parfaitement cette séance. Alors, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, je t'arrête tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou même en ligne? En ligne, vous avez la possibilité d'écrire des questions dans le chat et je les relayerai à l'oral directement à nos intervenants. Oui, j'ai une petite question. Moi. On voit souvent les statues assyriennes avec un petit panier et je me suis toujours demandé ce que c'était. Et du coup, vous allez sûrement avoir la réponse. En fait, oui, les génies sont affublés d'une pomme de pin, véridique, une petite pomme de pin qu'ils trempent dans une eau sacrée qui se trouve dans un petit panier. Donc, ils trempent la pomme de pin et ensuite, ils vous aspergent. Donc, quand vous passez devant, vous êtes aspergé par leur pouvoir. Voilà. Donc, c'est évidemment pour protéger l'espace, en fait. Ils sont généralement placés au niveau des portes d'accès vers les salles importantes, comme la salle du trône ou les antichambres. Voilà. Et une autre rapide, parce que vous aurez sûrement aussi la réponse. À côté des taureaux androcéphales, il y a l'un des chapiteaux de la colonne de Darius Ier, là, du palais de Darius Ier au Louvre. Oui. Et je me suis toujours demandé comment elle était rentrée. J'ai demandé à un gardien, il ne savait pas. Vu que c'est absolument énorme, je ne sais pas si vous savez. Alors, les reliefs, les taureaux ailés assyriens ont été sciés. Tous les taureaux anglais ont été sciés en 6 morceaux, en 6 pièces. Pour rentrer au British Museum. Enfin, certains sont rentrés pour en tout cas être transportés jusqu'au British Museum. Après, ils les reconstituent et ils les font rentrer. Et si vous regardez ceux du Louvre, on voit les traces, en fait. On voit les restaurations des 6 morceaux. Donc là, ma probabilité, c'est que ça a aussi été scié, mais je ne serais pas, tout à fait... Je ne me suis pas renseignée sur cette question. Donc, c'est une piste à chercher. Merci. Mais effectivement, vu le poids et la taille, ils l'ont pas roulé. Ouais. Merci. Je peux me permettre, je crois me souvenir que je ne sais plus si c'était les Français ou les Anglais, mais qu'il y avait une partie des sculptures qui avaient coulé. Tout à fait. En 1855, au mois de mai, dans le Tchad el-Arabe, c'est les fouilles de Victor Place, donc les fouilles françaises du site de Khorsabad, qui ont été placées sur des radeaux en bois pour redescendre jusqu'à Bassora, donc dans le sud de l'Irak, où ils sont chargés sur des navires qui les ramènent en Europe. Et il y a eu un problème de politique sur place, et donc il y a eu des rébellions de locaux qui ont fait couler dans le Tchad el-Arabe la majorité des reliefs de Khorsabad, donc aujourd'hui qui sont perdus, puisque le Tchad el-Arabe est un fleuve d'eau salinisée. Et donc, comme c'est de l'albâtre gypseux,
ça a complètement, c'est comme du calcaire, si vous voulez, c'est très friable. Et donc, voilà, une nuit dans l'eau salinisée et terminé, il n'y a plus de relief assyrien. Donc, la majorité des fouilles françaises ont été perdues à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plus grande collection de reliefs assyriens est au British Museum et non pas à Paris. Est-ce que c'est un complot des Anglais? On ne sait pas. On ne sait pas, mais comme la région était effectivement la proie de beaucoup de conflits politiques, parce que là, j'en ai pas beaucoup parlé, c'était pas tout à fait le sujet, mais effectivement, au départ, les fouilles archéologiques qui sont menées dans les années 1840-1850 en Mésopotamie, c'est un conflit politique entre les deux grandes puissances que sont l'Angleterre et la France. Et dans le sud, un peu plus tard, dans les années 1890-1900, on va laisser la place aux Allemands qui vont fouiller Babylone et qui vont découvrir la porte d'Ishtar, par exemple, qui se trouve aujourd'hui à Berlin. Et en fait, oui, il y a énormément de conflits politiques entre les deux puissances à ce moment-là, mais c'est toute une autre communication. Ça, pour un autre sujet. Non, personne en ligne, mais d'autres. Ah, une question. Oui, bonsoir. Les pays d'origine ne réclament pas qu'on leur restitue tous ces objets? Si, c'est très compliqué. Alors, le problème, c'est que le site de Mossoul, je pense que vous le connaissez parce que dans l'actualité, depuis 2015, on en a beaucoup parlé, ce qui restait sur place, en fait, des palais, notamment de Ninive donc Khorsabad, ça a été au moment après les fouilles, ça a été complètement réenseveli, donc il n'y avait rien qui était à la surface. Mais par exemple, le site de Ninive, Daesh, ça a été une de leurs proies. Et ils ont détruit beaucoup des choses qui étaient encore sur place. Quelques taureaux ailés qui étaient encore sur place ont été complètement détruits. Ils ont aussi envahi le musée de Bagdad et ils ont détruit ce qu'il y avait sur place, notamment le vase d'Uruk qui datait de 3000 ans avant notre ère. Et donc c'est beaucoup moins un conflit que les marbres d'Elgin, par exemple, avec le Parthénon et la Grèce et l'Angleterre, c'est beaucoup moins le sujet. Et là, récemment, le Paris 1 refait des prospections sur le site de Khorsabad et va peut-être réouvrir des fouilles à Khorsabad, donc peut-être qu'on va découvrir de nouvelles choses, mais cette fois-ci, ce sont des fouilles qui sont organisées avec le gouvernement irakien et non plus comme des bons colonisateurs que nous avons été pour la puissance blanche et pas du tout les gens sur place. Voilà. Donc oui, le discours a complètement changé. Oui, je vous en prie. Oui, concernant les faux précolombiens, on a une idée du pourcentage dans les musées de ce qui peut être faux? Alors, selon 2 archéologues américaines qui ont écrit des livres fondateurs qu'on peut consulter au Quai Branly, et donc elles s'appellent Bruns et Kelker, il y aura environ entre 40 et 50% de pièces qui seraient fausses. Ah, quand même. Oui. Voilà. Sans distinction des faux, parce que dans l'imaginaire, alors encore une fois, je parle en tant que contemporaniste, donc avec peu de notion de distance, mais je trouve assez intéressant, en fait, il n'y a pas de même qualité d'un faux fait au XXe siècle, d'un faux du XVIe, XVIIe siècle, où il y a finalement quelque chose aussi assez intéressant, enfin, on va dire le temps a fait son œuvre, la patine du temps est passée par là, mais il y a des nuances qui sont abordées dans ces conceptions de faux, ou du moins dans les interprétations qui sont faites. Dans les nuances, je dirais que plus les faux sont récents, et en général, mieux ils sont faits. J'ai l'idée, par exemple, au XIXe siècle, d'une fausse céramique aztèque qui était faite à Mexico, dans l'ancien quartier des artisans, qui, quand on la regarde aujourd'hui, on se rend absolument compte qu'elle n'est pas aztèque et qu'elle n'est même pas précolombienne du tout. Mais elle était quand même achetée par les touristes qui n'y connaissaient rien. Et finalement, aujourd'hui, on a des répliques qui sont absolument parfaites. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, c'était une question de est-ce qu'on classe un faux du XVIIe différemment d'un faux du XXe? Est-ce que le faux du XVIIe, finalement, atteint une certaine valeur parce que c'est un faux fait au XVIIe, par des descendants du XVIIe, plutôt qu'un faux réalisé par... En fait, je pense qu'ils seront plus vus comme des objets de curiosité que comme réellement des faux faits dans le but de tromper. Donc, ils ont peut-être une autre... on leur colle peut-être effectivement une autre étiquette. Et ils sont, oui, quand même représentés comme représentatifs d'une époque. Donc, on leur accorde peut-être plus une certaine valeur que d'autres plus récents n'ont pas. Et justement, fait
la distinction entre, vous avez parlé tout à l'heure, des faux qui ont été produits pour protéger les originaux. Oui. Et ça, on fait une distinction. Aujourd'hui, par exemple, ceux-là ont un intérêt un peu plus poussé que les faux. Alors, ce dont j'ai parlé, des faux qui ont été faits pour protéger les autres, ce sont des suppositions. Ce sont seulement des suppositions. On a des traces écrites, mais on n'a pas vraiment la preuve. Donc c'est compliqué. Pour les faux, comme les pierres d'Ica, avec les dinosaures et tout, on pourrait penser que ça relève de l'art brut, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, que effectivement, ça prétend pas être authentique et daté de l'époque des dinosaures, de 60 millions d'années, mais c'est quand même intéressant. Je me suis intéressé à une autre histoire de faux qui est celle de Glosel en France, avec des objets extrêmement étranges, et il y a un côté facteur cheval, enfin inventif, parce que d'une certaine manière c'est pas des copies, c'est autre chose, même si les pierres d'Ica étaient vendues effectivement. Tout à fait. Question en ligne, alors je ne sais pas vraiment à qui la poser. Les faux sont-ils aussi nombreux en Égypte? Je mets les faux d'Égypte antique. Alors, dommage, la première séance était consacrée à ça, mais est-ce que vous avez peut-être une idée? Alors, je pense qu'il y a des faux partout, mais que le problème en Égypte, c'est plutôt le pillage, actuellement, que les faux objets. Je pense qu'il y a plus d'objets pillés et que c'est plus l'actualité du problème que des faux. La poterie joue un rôle assez faible dans les collections égyptiennes, donc il n'y a pas cette possibilité. Sinon, c'est plus des objets en bois, mais effectivement. Je vais revenir sur le déjeuner sous l'herbe. Je ne sais pas si je me suis trompé, mais la première partie de... Après, bon, voilà, un déjeuner avec des enfants. Et que les enfants avaient terminé leur déjeuner, contrairement aux parents. Est-ce que je me trompe? Et la suite de ma question, c'est comment est-ce qu'on peut enseigner, mais sensibiliser les enfants à une approche de l'art à travers ce que le gag que vous nous avez montré, bien entendre, quoi. Donc, assez différent, non? La dernière chose que j'ai montrée, le petit déjeuner sous l'herbe. Oui, c'est... Quelle a été la réaction des enfants? Comment leur avez-vous présenté la démarche dans un contexte artistique ou autre? J'ai juste servi d'informateur. C'est les encadrants de cette maison, ça s'appelle la maison des enfants de la côte d'Opale. Ils avaient recueilli certains des enfants de l'affaire Doutreau, d'ailleurs, ceux qui avaient vraiment subi ces violences. Et donc c'est les encadrants, notamment le directeur qui était aussi psychologue, psychiatre, qui apprenant le déjeuner sous l'herbe lui-même, s'est dit tiens, on pourrait faire quelque chose comme ça avec les enfants, donc pas une œuvre d'art, mais plutôt effectivement une œuvre de mémoire. On va enterrer des objets personnels, des jouets, etc. Et donc après, on a réfléchi en revanche ensemble pour en garder la mémoire, parce que dans le cas de Speury, en fait, la mémoire s'en était perdue s'il n'y avait pas eu par hasard ce collègue ethnologue qui avait entendu parler de cette histoire et qu'on soit rentré ensuite en correspondance par toute une série de hasards que je vous épargne. Eh bien, l'œuvre aurait été actuellement détruite, puisque donc on s'est dit il faut le garder en mémoire. Alors
cette maison, elle appartient au département, mais est-ce que dans 40 ans, il y aura toujours des départements, hein? On parle toujours du millefeuille administratif. Est-ce que l'institution existera elle aussi? Est-ce que l'INRAP qui a participé d'une certaine façon existera? Donc, depuis lors, chaque année, il y a une semaine, il y a des journées de l'enfance où les anciens qui ont été élevés dans cette maison reviennent. Il y a des fêtes, des défilés, il y a un colloque scientifique autour de la mémoire, et puis on a fait cette espèce de monument en pierre autour de ça. Mais ça suscite, oui, voilà, c'est ça. Mais ça c'est plus situé dans une démarche dans ce cas-là de mémoire plutôt que de prétendre être artistique. Mais dans le cadre de Schpery, c'était pas non plus quelque chose d'entièrement innocent. Oui. Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Enfin, toute œuvre un peu importante a plusieurs causes, hein, donc plusieurs explications possibles. Ça me fait penser notamment, je pensais à ça et à la manière dont vous avez marqué l'espace, à une pratique alors qui n'est pas exactement la même, parce que les plus contrôlées, celle des time capsules. Les capsules temporelles, alors qui est très nord-américaine d'après ce que je comprends, qu'on retrouve notamment dans l'œuvre de Warhol aussi, quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui accompagne en fait cette idée de mettre, on demande à toute une promotion d'école, ça, de mettre un objet particulier qui reste dans le sol pendant 10, 20, 30, 40 ans, et puis qu'on la ressort pour se rappeler ce que les étudiants, les élèves de tel ou tel village avaient fait. Et notamment Warhol, lui, on a proposé 674 boîtes qui sont encore en train d'être consultées par des archéologues aussi à l'époque. Voilà. C'est pas qu'un américain, parce que à Nantes, on a fait en 2000 une opération dans l'ancienne usine Lu, qu'on a appelé le grenier du siècle, où il y a 8000 boîtes métalliques dans lesquelles on a demandé à 8000 Nantaises et Nantais de déposer chacun des objets, et ça va être pendant un siècle entier. Et donc le 1er janvier 2100 ou 2101, on pourra ouvrir les boîtes et voir ce qu'il y avait dedans. Donc ça commence à exister aussi en France. Ça peut rappeler aussi, dans un autre ordre d'idées, quand on a lancé la sonde Voyager qui a quitté le système solaire et qui continue à voyager toute seule, on a mis des choses pour expliquer aux extraterrestres. Donc il y a une plaque en or où on dessine schématisé une femme, un homme, le nombre pi, les planètes, etc. En espérant qu'ils comprendront. En tout cas, ils ne sont pas encore manifestés. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas retrouvé le chemin. Ou alors on ne les a pas identifiés. Ils sont peut-être parmi nous. Ils ont mis Johnny B. Good de Chuck Berry, qui était le morceau censé représenter l'humanité musicale. Mais voilà. Peut-être à cause de ça, en fait. Peut-être. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres points? Tout le monde est convaincu ou tout le monde a faim? Deuxième option. Alors, écoutez, sur ces mots, je vais conclure la séance. Je remercie nos 3 intervenants ce soir pour cette séance très riche. Je remercie le public qui est venu finalement nombreux. Et comme je vous disais, alors je permets de faire deux annonces pour la suite. Première annonce, nous allons proposer, va être publié dans les prochains jours, l'appel à communication pour le cycle de l'année prochaine, qui s'inscrit un petit peu dans la lignée de celui de cette année, en parlant de la mémoire en général. Alors nous devons encore le faire laisser entre nous, hein. C'est pas encore officiel, mais il doit être validé par les instances supérieures. Nous attendons, et le thème de ce cycle serait « Se souvenir, 3 petits points ou pas ?» point d'interrogation. Nous devons faire un titre un peu plus sympathique, mais donc sur la notion de mémoire en général, et c'est vrai que cette séance introduit un petit peu le cycle de l'année prochaine. La deuxième annonce, c'est que dans la suite des Jeudis de l'Art cette année, nous avons organisé une petite exposition qui est organisée par des anciennes étudiantes, une association artistique organisée par des anciennes étudiantes de notre licence ici, qui s'appelle le Club 707, et qui va proposer une petite exposition d'artistes contemporains, qui sont des artistes qu'elles ont découverts, sur le thème « Dire
ou terre, donc qui reprend un petit peu une extension de ce principe sur l'ensevelissement, et qui aura lieu du 13 au 15 avril dans les locaux de l'ICP, avec un vernissage le 13 avril au soir, et notamment un vernissage et une table ronde avec les artistes présents. Et donc, qui est un format que l'on va essayer de poursuivre dans les années à venir, en mettant en avant des anciens étudiants chez nous et la pratique qu'ils ont après par la suite, leur création et notamment la créativité qu'ils peuvent avoir dans là particulièrement dans cette exposition d'art contemporain. Voilà, donc vous aurez bien évidemment, si vous êtes abonné à la newsletter, des informations, il y a une communication là-dessus, mais on espère vous voir aussi nombreux à ce vernissage ou à l'exposition qui aura lieu le 14 ou 15, donc vendredi 14 ou samedi 15 à l'ICP. Voilà, donc c'est le point. Et puis je voulais conclure, j'avais pensé le faire en entrée, j'ai pas osé, mais je conclue là-dessus en vous laissant partir sur un petit morceau musical parce que je crois que c'était le thème de la journée. Voilà, bonne soirée à vous.